Alexis Janicot, desarrollador e ingeniero de telecomunicaciones. Un poco de su biografía, su trayectoria laboral, podemos decir que es manager general de La French Tech, un movimiento de startups en Francia, y que tiene su sede en Toulouse. Y también creó hace 3 años una incubación, ¿cómo se diría?, de software para EdTech startups. Today, Alexis Janicot is from France to put on the table the topic Education Technologies. Can EdTech replace face-to-face schooling? He is gonna talk in French, if I'm not wrong. So, bonjour Alexis. Bonjour Ali. Bonjour à tous. Hola a todos. Good morning. Can you see my screen? Yeah, yes. Yeah, okay, it's okay. So, bonjour à tous. Désolé pour la présentation en français, mais voilà, c'était peut-être le plus simple pour vraiment vous faire un retour et un point de vue depuis la France sur les technologies de l'éducation et en particulier celle qu'on appelle la EdTech et en particulier dans le contexte du Covid-19 et du confinement. Donc, en France, comme dans beaucoup de pays du monde, les écoles, les établissements ont été fermés pendant le confinement. À l'échelle mondiale, c'est 1,5 milliard d'élèves qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés face à des établissements fermés. Et c'est, selon l'UNICEF, près de 98% des étudiants du monde entier qui ont été dans la même situation, donc qui ont vu leur campus fermé au cours de la pandémie. En France également, donc comme dans le monde entier, brusquement, tout le monde s'est retrouvé, enfin beaucoup d'élèves, 14 millions d'élèves se sont retrouvés dans l'impossibilité de rejoindre les salles de cours. Et donc brusquement, c'est l'ensemble du système éducatif qui a dû s'adapter et trouver une nouvelle situation. On connaît en France un second confinement qui est un peu moins strict depuis le 2 novembre. C'est juste un élément de contexte qui fait que même si les autorités recommandent aux élèves, à l'ensemble de la population de rester chez eux, les élèves sont quand même autorisés à aller à l'école. Mais ce qui est à noter, c'est que dès qu'il y a un cas positif qui est identifié dans une école, eh bien, l'école est fermée. Concernant les universités, ce sont 90% des cours qui ont lieu en ce moment en distanciel. Donc voilà, donc on sait qu'au-delà de la période de confinement qu'on a connue très forte au début d'année, il va falloir vivre avec le virus et revisiter du coup l'éducation dans un nouvel modèle de société où probablement des phases de confinement vont se poursuivre. Là, on parle de 2 ans encore en France où le système éducatif va devoir s'adapter. Alors, je vous propose pendant cette petite présentation de mettre en évidence, vous partager un peu les solutions digitales qui ont été mises en place pendant le confinement dans le monde éducatif. Dans un second temps, ensuite, de vous parler des inégalités et des challenges, des défis auxquels l'école et le système éducatif dans son ensemble est confronté. Et enfin, de dresser un peu des scénarios et des changements qui sont devant nous et ce que la EdTech peuvent nous apporter. Alors, déjà, ce qui est à noter, c'est qu'il y a eu un principe qui a été posé par l'État en France, qui est celui de la continuité pédagogique. En fait, dès le début du confinement, l'État a indiqué que la continuité des cours était vraiment une nécessité. Il n'y allait pas avoir de semestre blanc. Vraiment, l'ensemble des cours devait se poursuivre. Pourquoi ? Il y a un enjeu économique, bien sûr. Il y a un enjeu également pour éviter le décrochage scolaire pour toute une génération dont on sait que on va être profondément marqué par l'épisode du confinement. Alors, il y avait un certain nombre d'actions numériques déjà qui existaient auparavant. Donc, ce qui est le plus connu peut-être, c'est la plateforme Moodle, que vous connaissez peut-être, qui est une plateforme australienne de dépôt des cours en ligne, donc qui est très utilisée dans la plupart des universités et des grandes écoles en France, et qui propose juste la possibilité
de déposer les cours, d'interagir un petit peu avec les enseignants, mais il n'y a pas de solution de classe virtuelle, par exemple, et très peu d'interaction. Et en fait, pendant le confinement, donc, il y a eu notamment 3 actions fortes sur lesquelles je veux vous citer, vous mettre en évidence maintenant. Le premier, et c'est quelque chose un peu qui paraît un peu en décalé par rapport au temps, mais c'est l'opération vraiment clé de l'État, c'est le principe de la télévision scolaire. En fait, ils se sont appuyés, l'État s'est appuyé sur les médias publics, France Télévisions, Radio France, pour mettre à disposition des programmes scolaires qui soient accessibles en podcast, en streaming ou en replay. Et donc, tout cela a été coordonné avec une plateforme qui s'appelle Lumni, qui est la plateforme éducative de l'audiovisuel public. Et donc, ça rappelle un peu alors ça, c'est plus mes parents ou grands-parents qui m'ont raconté ça, les après-midi avec des programmes dédiés à la télé pour les scolaires. Ça avait un petit peu disparu, mais là, c'est revenu en force pendant le confinement. La deuxième action, qui est là aussi portée pas par l'État, mais par le corps enseignant, c'est ce qui s'est appelé petit à petit la notion de nation apprenante. Alors, la nation apprenante, c'est en fait l'ensemble des initiatives qui ont été portées par les enseignants pour utiliser ou détourner des usages de technologies qui existent déjà. Donc, par exemple, Zoom, c'est largement répandu. Donc, la plateforme qu'on utilise là de visioconférence est largement répandue dans les universités, dans les écoles. Donc, c'est assez incroyable. Même l'usage de WhatsApp avec des groupes WhatsApp où les enseignants peuvent contacter l'ensemble, alors soit des élèves quand ils sont majeurs, soit plutôt des parents. Voilà, il y a eu tout un emballement pour utiliser toutes ces technologies-là et trouver vraiment les moyens qui permettent de maintenir le lien avec les élèves. Et enfin, il y a eu donc des solutions EdTech qui sont portées par des entrepreneurs et qui ont pour objectif de de proposer des solutions numériques aux familles, aux enseignants, aux élèves directement. Alors là, je m'en ai retenu 4. En fait, il faut savoir qu'il y en a en France, il y en a près de 500. Donc voilà, c'est juste un mini panorama complètement subjectif de quatre solutions. Donc, vous voyez en haut à gauche, vous voyez Global. Global, c'est une solution de classe virtuelle. En bas à droite, vous avez AppSco. AppSco, c'est une solution mobile qui permet au campus de communiquer avec tous les étudiants et de diffuser de l'information qui soit personnalisée, qui soit adaptée à la situation de chaque étudiant, qui correspond à son parcours, à son niveau, à ses besoins et qui s'est très largement répandu dans un certain nombre d'écoles, de grandes écoles et établissements d'enseignement supérieur. Et après, deux autres exemples qui concernent plutôt le secondaire, le collège, lycée ou bien le primaire. Ce sont des solutions de mise à disposition de contenu en ligne pour permettre aux étudiants, aux élèves plus exactement, de suivre le programme. Donc en haut à droite, vous avez la solution qui s'appelle School Move et qui est plus à destination du collège et du lycée, alors qu'en bas à gauche, la solution Willoki, c'est à destination plutôt des élèves du primaire. En fait, cette solution, elle s'appuie sur une intelligence artificielle qui va proposer des cours en fonction et des exercices et des contenus en fonction des réponses de l'élève, afin qu'il ne suive pas uniquement le programme tel qu'il est tracé dans l'ordre qu'il a été défini par l'Éducation nationale, mais dans un ordre qui corresponde plus à ses forces et ses faiblesses. Donc, en fait, ce panorama, pour vous dire quoi? Pour vous dire que, donc, comme dans beaucoup d'autres secteurs de l'économie, le champ de l'éducation a été vraiment accéléré, a connu vraiment une accélération dans sa transformation numérique. Et donc, il y a eu un usage massif par la force des choses et par cet objectif-là qui a été posé par l'État de continuité pédagogique, et un usage massif donc, des technologies. Il y a un certain nombre de freins, de barrières qui ont été franchies.
et un cap psychologique a probablement été dépassé. Simplement, en fait, le Covid, il met en avant aussi un certain nombre d'inégalités et de défis auxquels on est confronté en France. Et l'intérêt serait de savoir si c'est les mêmes défis auxquels les autres pays sont également confrontés. En fait, le défi numéro 1 est vraiment c'est le défi des disparités sociales et territoriales, c'est le sujet de la fracture numérique. C'est un peu simple, dans une vision un peu simple, on pourrait dire les élèves, les jeunes sont plus à même d'utiliser les outils numériques que les adultes. Or, en fait, il y a tout un tas d'études, d'éléments qui nous montrent qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont été perdus par le numérique. Déjà, il y a un sujet d'équipement individuel. Hein. Près de 15% des élèves n'ont pas Internet chez eux en France. On a même près de 85% des élèves dans zone rurale qui n'ont pas accès à la fibre et donc qui ne peuvent pas regarder simplement ou télécharger en streaming et avoir cette capacité-là de connexion. Donc forcément, ça crée des disparités entre des élèves qui habitent dans des métropoles, dans les grandes villes, qui sont très bien équipées et d'autres. On a également, autre chiffre intéressant, c'est une étude qui a montré que 30%, que les élèves issus de milieux aisés passaient 30% de plus à suivre et à apprendre pendant le confinement que les élèves issus de milieux modestes. Donc, ça veut dire que sur un mois de cours en distanciel, de cours à la maison, un élève qui est issu d'un milieu aisé va passer 5 jours de plus à apprendre qu'un élève qui est issu d'un milieu modeste. Donc, il y a un vrai sujet de disparité sociale. Probablement, l'hypothèse, c'est que l'école à la maison, ça repose pour les plus jeunes, surtout sur la figure du parent. Et probablement, il y a cette dimension-là qui est à prendre en compte voilà, dans cette disparité sociale. Et puis après, il y a des défauts d'usage qui sont assez significatifs. Et là, la photo qui est sur la droite de l'écran le montre. C'est le fait d'avoir des élèves qui prennent en photo leur cahier. C'est comme si, en fait, l'usage bureautique de l'ordinateur, du Word, de ces outils-là, était en fait pour eux pas du tout évident, alors qu'ils passent leur journée sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, en fait, l'usage du smartphone à des fins de travail n'est pas le même que celui peut-être qu'un certain nombre de jeunes ont aujourd'hui de leur smartphone. Donc, il y a un déficit en termes de compétences numériques et qui est assez, voilà, qui montre qu'il y a un besoin de formation aussi aux compétences bureautiques et aux compétences informatiques. Donc, en fait, ce que ces éléments montrent, c'est quoi? C'est que le sujet, il y a une dimension probablement technologique, financière, d'accès, mais il y a aussi toute une dimension d'apprentissage et une dimension culturelle. Ce n'est pas parce que demain, ça c'est mon point de vue, qu'on va équiper l'ensemble des classes de systèmes de caméras et qu'on va pouvoir reproduire à distance simplement la logique de classe à l'ancienne traditionnelle. Ce n'est qu'une partie de la transformation numérique de l'école. Il y a toute une dimension et c'est là où on va pouvoir parler maintenant des défis et du potentiel qui sont permis par les technologies de l'innovation et de l'éducation. Les technologies de l'éducation, c'est que ce n'est pas qu'un sujet technique, c'est aussi un sujet culturel et social. Aujourd'hui, on est en France et je vais conclure, enfin, résumer, et je suis prêt à répondre à toutes vos questions et à échanger avec l'ensemble des panélistes. Il y a 2 défis face auxquels l'éducation peut peut-être prendre forme. Le premier, c'est d'être demain, peut-être devenir un méga Netflix avec un ensemble de vidéos, de ressources pédagogiques qui sont mises à disposition de l'ensemble des étudiants, élèves, enseignants.
qui peuvent avoir accès à ces ressources en ligne. C'est notamment ce qui est préconisé en France par le Conseil scientifique de l'éducation nationale, d'être un Netflix qui soit centralisé, qui soit garant de la qualité des contenus, qui soit gratuit et donc accessible à tous avec une égalité de traitement. Il y a un autre scénario qui est celui d'être un scénario plus adapté où en fait de mettre à disposition des enseignants un ensemble de solutions et de ressources numériques et que les enseignants les choisissent en fonction de leur stratégie pédagogique et de leur pratique pédagogique, en fonction des besoins de leurs élèves. C'est en France le scénario qui est plutôt défendu par l'écosystème EdTech et des entrepreneurs qui sont dans le champ de l'éducation. Acculturation à marche forcée pendant le confinement, une euphorie liée au distanciel où tout le monde est passé au numérique à essayer de trouver ses solutions, etc. Ces deux scénarios qui semblent être ceux vers lesquels le champ les acteurs de la EdTech semblent se diriger. Pour moi, il y a un sujet aujourd'hui en fait, qui devrait nous interroger, c'est pourquoi aujourd'hui les principaux acteurs de la EdTech dans le monde sont situés en Chine et en Angleterre, et pourquoi aujourd'hui à la fois l'Europe et la Méditerranée sont absentes d'un point de vue géopolitique des principaux acteurs des technologies de l'éducation. Il y a un vrai sujet. Et il y a un deuxième sujet qui est celui de dire que l'éducation, ce n'est pas qu'un sujet de politique porté par les États ou au contraire porté par des entrepreneurs. À mon sens, il y a un vrai volet participatif à mettre en place puisqu'il y a eu de l'innovation incroyable qui a été portée par les étudiants, par les élèves, par les parents, par les enseignants. Et donc, à mon avis, c'est une phase qui nécessiterait d'un point de vue plus sociologique une vraie étude pour identifier l'ensemble des pratiques qui ont pu être mises en œuvre en France et dans différents pays du bassin méditerranéen, parce que le distanciel, parce que les phases de crise, parce que tout ce qu'on a pu connaître là en mode hyper raccourci, en fait, on va le connaître à nouveau demain. Et probablement, ce que les élèves ont appris dans le cadre des formations à distance, ils auront à le refaire dans des contextes plus professionnels. Voilà, moi, je suis en télétravail en ce moment, donc il faut apprendre à être autonome et s'organiser à distance. Et là, pour le coup, c'est probablement été un élément important de cette expérience Covid, parce que la formation, ce n'est pas juste l'apprentissage, c'est aussi le partage, le réseau et l'expérience. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à votre disposition pour tout échange.